adjoint au maire en charge de l'action sociale, la santé, la prévention et les seniors. Mesdames, Messieurs, donc avant de commencer cette conférence, je tiens à remercier l'association RSGEP, nouvellement donc présente sur la commune, et plus particulièrement sa présidente, Madame Deblanc, et Madame Monnier, qui est la principale organisatrice de cet après-midi. Et également tous les membres de cette association qui apportent un soutien aux femmes qui ont eu un cancer du sein et les accompagnent dans cette épreuve. Je tiens aussi à remercier le docteur Husinger, donc, qui vient de l'hôpital européen Georges Pompidou et qui va intervenir dans quelques instants et représente ici tous ceux qui unissent leurs compétences, leur détermination et leur dévouement pour combattre ce problème de santé. Le thème choisi de cette conférence, donc une reconstruction du sein à mon image, je vous laisse découvrir le sujet et espère que cette conférence apportera des réponses à vos questions, que vous soyez professionnel de santé ou confronté à la maladie. Enfin, pour terminer mon propos, et avant de passer la parole à Madame Deblanc, présidente de RSDF, je vous souhaite une bonne après-midi. Je me présente à nouveau pour les personnes qui n'étaient pas là tout à l'heure. Donc, je suis Christine Degland, je représente l'association RSDIEP qui informe les femmes sur les différentes méthodes de reconstruction et qui les tente en tout cas de les orienter dans ce parcours difficile, un choix difficile. Nos bénévoles essayent de vous donner plutôt les clés pour vous y retrouver, parce que les chirurgiens n'ont pas tous les mêmes indications. Les méthodes sont nombreuses et puis maintenant, vous verrez, on peut aussi les mixer entre elles. Donc, ce qui fait que c'est parfois très compliqué et c'est aussi pour ça que, sans doute, de nombreuses femmes font le choix de ne rien faire. Donc notre association est plutôt là pour aller dans le sens de la reconstruction, parce qu'on peut témoigner qu'effectivement il y avait un avant et l'après, en tout cas, est souvent une grande satisfaction et une amélioration de notre qualité de vie. Mais le choix reste donc individuel. Et nous sommes juste là pour vous aider à vous déterminer. Donc aujourd'hui, je suis très très contente d'accueillir le docteur Vincent Husinger, qui est membre d'honneur de notre association, parce qu'il collabore très souvent. Il est quelqu'un qui est toujours disponible, enfin qu'il a été en tout cas, j'espère qu'il restera, qui a collaboré notamment sur les illustrations que nous avons sur notre site internet. Alors, c'est pas encore terminé. C'est vrai. Et puis, qui a toujours été là, présent dans nos réunions à l'hôpital Georges Pompidou, alors qu'il est quand même très occupé et souvent au bloc opératoire, et il n'hésitait pas à venir pour répondre aux questions les plus techniques. Voilà. Donc, je remercie aussi Madame Pérou, donc en charge de la santé dans la ville de Saint-Jean-le-Blanc et la mairie de Saint-Jean-le-Blanc pour nous accueillir dans cette magnifique salle. Et donc, je vais laisser tout de suite la parole au docteur Husinger pour sa présentation des différentes reconstructions mammaires. Donc, vous aurez la possibilité de lui poser des questions à la fin de son intervention. Voilà. Bonne présentation. Bonjour à tout le monde. Donc, merci de m'inviter également pour faire cette présentation des différentes méthodes de reconstruction. Je voudrais simplement faire un petit point sur ce type de démarche, à savoir s'intéresser, je ne sais pas si on m'entend bien, oui, à savoir s'intéresser à sa reconstruction mammaire et donc essayer de réfléchir aux différentes méthodes possibles et aux méthodes que vous souhaiteriez qu'on réalise chez vous, pour la simple raison que c'est les consultations qui sont les plus intéressantes,
chez les patientes qui ont été informées, qui ont été justement chercher l'information, par exemple dans des associations aussi sérieuses que celle-ci, qui se donnent du mal pour donner des informations les plus justes possibles, parce que autant le traitement du cancer du sein est une décision absolument oncologique, donc il n'y a pas de réflexion à avoir, hein. Vous écoutez ce que vous dit votre médecin oncologue et votre chirurgien oncologue, autant la décision de faire sa reconstruction, je pense, doit être un choix beaucoup plus personnel. Et c'est à ce moment-là où il faut vraiment se renseigner sur tout ce qui peut exister, parce qu'il existe énormément de techniques, et je dirais même qu'il existe énormément de bonnes techniques, ce qui est plutôt une bonne chose. On a beaucoup de façons de faire différentes, et en revanche, il n'y en a que quelques-unes qui satisferont chaque femme, et donc je pense que si elle n'a pas eu le choix pour son cancer, elle peut au moins le retrouver pour sa reconstruction. Donc ça, c'était le premier point. Le second point, et on va le voir en chiffres dans un instant, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de femmes qui choisissent de ne pas se faire reconstruire, et ce, probablement parce qu'elles ont été mal informées, puisque, pour en avoir vu quelques-unes en consultation, quand on discute et quand on explique les choses, et quand elles sont comprises, elles sont souvent beaucoup mieux acceptées, et j'ai encore jamais rencontré de patientes qui me disent qu'elles regrettent de l'avoir fait. Parfois, elles peuvent regretter d'avoir fait certaines techniques quand vous n'avez pas la connaissance d'autres, ça peut arriver. Il est toujours temps, bien sûr, de switcher, mais en tout cas, elles ne regrettent jamais d'avoir fait une reconstruction, puisque, à mon sens et à celui de toute l'équipe de l'hôpital Robert Georges Pompidou où je travaille, une amputation du sein, c'est vraiment une amputation d'une partie du corps, et c'est tout simplement restituer l'intégrité du corps que de la reconstruire. Donc on va commencer par une présentation sur les questions que peuvent se poser justement les femmes et les problématiques que vont avoir les chirurgiens qui sont assez différentes. Donc moi je suis Dr Vincent Hensinger, je suis actuellement praticien attaché à l'hôpital Robert Georges Pompidou où j'étais chef de clinique, et donc je fais de la reconstruction mammaire depuis plusieurs années, et j'ai la chance d'avoir appris et de pouvoir pratiquer à peu près toutes les techniques qui existent aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on va pouvoir en parler. Donc la première question, est-ce que je dois me faire reconstruire? Quelques chiffres seulement. Il y a environ 20 000 mastectomies qui sont faites tous les ans, et seulement 9 200 reconstructions du sein qui sont réalisées. Ça, c'était les statistiques officielles. Donc, dont environ 600 reconstructions autologues. Autologue, ça veut dire sans prothèse. D'accord? Donc c'est notamment tous les lambeaux abdominaux, comme le tram, le diep, et les autres lambeaux autologues, donc sans usage de prothèse. Donc vous voyez que déjà c'est une partie assez faible de femmes qui se font reconstruire, et deuxièmement, c'est une partie encore plus faible de femmes qui se font reconstruire sans implant mammaire. Et donc ici, je voulais simplement illustrer le fait que quand on a eu une mastectomie de la chimiothérapie et de la radiothérapie, on a beau être considéré comme guéri par les médecins qui s'occupent du cancer, en fait, on comprend bien que les patientes ne se sentent pas guéries et qu'elles ont l'impression d'avoir encore la maladie jusqu'au moment où elles vont avoir pu réaliser leur reconstruction. Je vais commencer par justement cet aspect important de la reconstruction qui est la restitution de la qualité de vie. C'est un élément très très important puisque l'augmentation de la survie dans la prise en charge du cancer, c'est le premier élément qu'on regarde, bien sûr. Au niveau du cancer du sein, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits ces 10 ou 20 dernières années, et on obtient des taux de survie qui sont très élevés par rapport à d'autres types de cancers. Par contre, dans quel état on va survivre? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir des séquelles, est-ce qu'on va avoir des problèmes ou des pathologies qui vont nous gêner au quotidien? Et ça, c'est un des éléments qui nous intéresse énormément. Ça s'appelle la qualité de vie. On a fait une grande étude justement avec l'aide de l'association RS-Dieppe qui nous a énormément aidés, puisqu'on a repris plus que 100 patientes à plus de 5 ans de leur reconstruction mammaire par Dieppe. Et on leur a posé un certain nombre de questions de satisfaction et de questions de qualité de vie avec un indicateur bien précis qui s'appelle le SF36, qui est utilisé pour toutes les maladies et qui est un indicateur assez généraliste. Donc je vous passe les détails, mais on va simplement arriver au résultat de cette étude qui d'ailleurs est en train d'être publiée, a été acceptée dans un
dans un très grand journal de chirurgie plastique américain. Et donc les résultats sont les suivants. En fait, ici, c'est une comparaison entre la population de patientes qui a été reconstruite par Dieppe et la population de patientes de la population générale. C'est-à-dire que le SF36 a été fait chez des patients de la population générale qui n'ont aucune pathologie pour établir un certain nombre d'ABAC. Et donc en fait, on s'est rendu compte que les patientes qui avaient été reconstruites par Dieppe à partir d'un certain temps, donc à plus de 5 ans de leur reconstruction, c'était notre population cible, avaient une qualité de vie qui était absolument comparable à celle des patientes qui n'avaient jamais été malades. Et ça, c'est un élément important, puisqu'il y avait une grande étude française faite à Strasbourg qui avait montré au contraire que la mastectomie donnait une baisse significative de la qualité de vie chez les patientes, et donc qui était mesurable par ce même indicateur de SF36. Ensuite, on s'est intéressé, et je vais terminer sur ça, à la comparaison entre les patientes qui avaient été reconstruites par Dieppe, justement, et les patientes qui n'avaient pas été reconstruites, qui avaient eu des mastectomies. Et on a de la même façon pu comparer la qualité de vie, et statistiquement, on a retrouvé que, bien sûr, elle était beaucoup plus élevée chez les patientes qui avaient été reconstruites par Dieppe que chez les patientes qui n'avaient pas été reconstruites. Voilà. On n'avait pas assez de données pour pouvoir les comparer à tous les autres types de reconstruction, mais en tout cas, on a pu le prouver pour la reconstruction mammaire par Dieppe. Donc, on a une qualité de vie significativement plus élevée que si elles n'ont pas été reconstruites et une qualité de vie qui est quasiment celle de la population générale. Donc, pour nous, en tout cas, la guérison ne peut pas être totale tant que la patiente n'a pas été reconstruite, et c'est un petit peu notre façon de voir. Ça, c'était simplement le diagramme pour vous montrer un petit peu les types de reconstructions qui sont faits en France. Et donc, on va trouver le plus grand nombre de reconstructions qui sont faites, bien sûr, par prothèse. Donc, vous voyez, dans les 9000 patientes qui sont reconstruites tous les ans, le bleu, c'est les reconstructions par prothèse, 4900. Le grand dorsal plus prothèse, donc on a toujours une prothèse, mais on rajoute un lingot de muscle grand dorsal, donc de 2900. Et vous voyez, ce qui est en vert et en rose, ce sont les reconstructions sans prothèse, donc les reconstructions autologues. Alors ensuite, la question c'est quand est-ce qu'il faut se faire reconstruire? Premièrement, est-ce qu'il faut se faire reconstruire immédiatement, c'est-à-dire en même temps que l'ablation du sein? Et ça, c'est une question, bien sûr, qui se pose dans certaines indications précisément, et qui peut même être étendue aujourd'hui avec certaines méthodes particulières. Donc les cas les plus fréquents de reconstruction mammaire immédiate, donc dans le même temps que l'ablation du sein, ce sont principalement, c'est ça qu'il faut retenir, les patientes qui n'ont pas de cancer, c'est-à-dire chez qui on va faire de la chirurgie préventive, qui ont un risque familial très élevé d'avoir un cancer, et chez qui on va faire l'ablation du sein de façon préventive. Ensuite, ça va être les maladies qui sont intracanalaires, par exemple, donc les maladies in situ étendues. Et ensuite, on va avoir également les récidives après un traitement conservateur, puisque les patientes ont déjà eu de la radiothérapie, donc elles n'auront plus aucun traitement adjuvant, et donc là aussi on peut proposer une reconstruction immédiate. Et enfin, il existe de nouveaux schémas thérapeutiques où on peut proposer maintenant ce type de reconstruction, même chez des patientes qui n'en auraient pas eu auparavant. Donc ça peut rester que des cas particuliers, mais on en verra un tout à l'heure. Certaines patientes qui vont être vraiment extrêmement volontaires de conserver leur étui cutané vont pouvoir avoir des reconstructions mammaires avec préservation de cet étui, soit par ce qu'on appelle des schémas inversés, c'est-à-dire où on fait chimio et radiothérapie avant la chirurgie, soit par ce qu'on appelle des procédés immédiats différés, c'est-à-dire qu'on met en place un expandeur au départ, on irradie la patiente, et ensuite on gonfle l'expandeur pour faire la reconstruction différée. Les reconstructions secondaires, bien sûr, c'est dans tous les autres cas. Et donc, pour tous les autres cas, qui sont quand même assez nombreux, qui sont beaucoup plus importants, c'est à peu près 90% de reconstruction secondaire pour 10% de reconstruction immédiate, la durée qu'il va falloir attendre, c'est à peu près entre 6 mois et 1 an après la fin de la radiothérapie. Avant, on disait 1 an, très classiquement, et maintenant, on sait très bien que chez les patientes qui n'ont pas d'inflammation particulière au niveau de la peau, à partir de 6 mois, on a un risque suffisamment faible de complications pour pouvoir faire une reconstruction. Ensuite, vient la question comment se faire reconstruire. Et là, effectivement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il y a énormément de méthodes qui existent, et en plus, pour ne pas vous simplifier la tâche, quand vous essayez de comprendre, on peut les combiner. Donc
Donc on peut absolument tout faire, en fait. On peut combiner vraiment toutes les méthodes. Les grandes méthodes qu'on va voir, c'est l'implant, bien sûr, qui reste la méthode la plus pratiquée, d'accord, pour beaucoup de raisons. Pour la raison qu'elle est en général donc, plus rapide, donc elle va moins immobiliser le bloc opératoire, elle va être plus rapide, donc les patientes aussi vont parfois être demandeuses d'une intervention qui n'est pas trop longue, qui est un peu moins risquée sur le plan général. En revanche, c'est les méthodes à long terme qui vont montrer des satisfactions inférieures aux méthodes sans prothèse, puisque bien sûr, on a un corps étranger, donc il faut le changer régulièrement, et il va être éventuellement source de complications. Ensuite, on a les méthodes de lipofilling. Donc, le lipofilling, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'aspiration de graisse par liposuction. Ensuite, le traitement de cette graisse pendant l'intervention, soit par centrifugation, soit par des poches de filtration lavage. Et ensuite, la réinjection de cette graisse, une fois qu'elle a été purifiée. En fait, c'est une technique de greffe de graisse, c'est-à-dire qu'on prend les cellules graisseuses et on les greffe à l'endroit où on veut qu'elles soient. Et enfin, les techniques par lambeaux. Donc, les lambeaux, ce sont des entités des tissulaires vascularisés, et donc il y en a énormément qui existent. Donc, je vous ai mis seulement une partie des lambeaux qui s'adressent à la reconstruction du sein, donc à savoir ceux qui sont pris au dépend du dos, donc le lambeau de grand dorsal, au dépend de la cuisse, le gracilis et plus particulièrement le pape qu'on verra tout à l'heure, au niveau du ventre avec le diep, donc le diep étant l'évolution du tram. Je ne sais pas pour ceux qui ont peut-être eu des informations auparavant, on prélevait le muscle grand droit de l'abdomen et donc ça s'appelait le tram. Maintenant, on a des techniques qui nous permettent d'éviter ce prélèvement musculaire et donc c'est l'évolution, à savoir le diep. Et enfin, ceux qui sont prélevés au niveau de la fesse, à savoir le S-gap et le I-gap. Alors, tous ces acronymes, je ne vais pas vous donner les significations tout de suite parce que c'est anglo-saxon et c'est basé sur la vascularisation de ces lambeaux. Donc, c'est pas forcément évident. Je préfère vous parler en site de prélèvement. Ça vous parle beaucoup plus de savoir où on les prend. Et d'ailleurs, c'est plus intéressant pour savoir où on aura une cicatrice que de savoir si c'est l'artère glutéale inférieure ou supérieure. Alors, premièrement, les reconstructions par implant. Est-ce que, je pense que la première question, et c'est ce que je dis quand une patiente vient me voir en me disant « j'ai vu plein de choses, mais je ne sais pas, je suis perdu, etc. » c'est premièrement, est-ce qu'on va aller vers une reconstruction avec prothèse ou une reconstruction sans prothèse? D'accord? Après, il y a beaucoup de choses qui sont envisageables. Par exemple, si on met une prothèse, on peut avoir des reconstructions, on va utiliser du lipofilling en complément, on peut avoir des reconstructions, on va utiliser un lambeau de grand dorsal parce qu'on n'a pas suffisamment de peau. On va pouvoir utiliser éventuellement un expandeur cutané, on va voir ça après, si jamais il nous manque de la peau là aussi. On va pouvoir utiliser même des matrices biologiques. Alors ça, c'est des plaques qu'on va utiliser pour envelopper la prothèse, qui vont être colonisées par vos propres tissus, pour augmenter la couverture de cette prothèse, donc augmenter en fait l'épaisseur de votre peau. Donc on peut faire beaucoup de choses. Mais la première question à se poser, c'est est-ce qu'on va faire une reconstruction avec ou sans prothèse? Bien sûr, il y a des avantages et des inconvénients, et donc c'est la première chose qu'il faut, à mon avis, se demander. Alors, bien sûr, c'est pas exhaustif, je vous ai fait un petit descriptif justement des principaux arguments. Au niveau de l'esthétique, au niveau précoce, c'est-à-dire dans les 5 années qui suivent la reconstruction, on peut avoir des très bons résultats avec ou sans prothèse. D'accord? C'est pas ça qui va être le plus déterminant. Donc, on peut avoir des bons résultats dans les deux cas. En revanche, au niveau tardif, on va avoir beaucoup plus facilement des dégradations du résultat esthétique avec les prothèses que sans prothèse. Pour déjà une raison qui est très simple, c'est que quand vous avez une prothèse d'un côté et pas de prothèse de l'autre côté, la loi de la gravité fait que vous allez avoir les deux seins qui vont vieillir d'une façon différente. Et donc, cette asymétrie mammaire va avoir tendance à s'accentuer avec le temps et va finalement devenir quelque chose qui va être gênant, inesthétique, voire peut-être même gênant pour s'habiller. Donc, il y a une évolution qui va être différente. Un sein qui va avoir une prothèse va être un sein qui va être beaucoup plus haut, beaucoup plus figé. Alors qu'un sein naturel, donc qui a vraiment que du tissu, soit glandulaire quand il est naturel, soit de la graisse quand il a été reconstruit, lui, au contraire, va avoir tendance à étirer la peau et à tomber avec le temps. C'est naturel.
Et donc, c'est un des principaux avantages, à mon sens, des reconstructions, par exemple par Dieppe, sans prothèse, c'est qu'on va avoir les deux seins qui vont vieillir de la même façon. La procédure initiale, ça c'est à mon avis aussi un des arguments importants. Il y a des patients qui viennent en disant « moi je veux surtout rien de trop lourd, je veux quelque chose de pas trop lourd, je veux une intervention qui est rapide, je veux le moins de risques possible au niveau général et je veux sortir très vite ». Bon, ceux-là, on sait d'emblée qu'il va falloir les diriger sur des reconstructions avec prothèse. Par contre, les patients qui n'ont pas ce type de volonté dès le départ, on va pouvoir leur proposer également des reconstructions un peu plus lourdes, parce qu'aujourd'hui, les reconstructions, par exemple par Dieppe, ne sont pas aussi lourdes qu'elles pouvaient l'être il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Auparavant, les patients étaient opérés pendant 6 à 8 heures, passaient la première nuit en salle de réveil, donc ce qui est très désagréable, passer une dizaine de jours à l'hôpital si ce n'est plus. Il y avait un taux d'échec qui était aussi plus élevé. Aujourd'hui, à l'hôpital européen Georges Pompidou, on fait plus de 250 reconstructions par an par Dieppe, et on a obtenu, bien sûr, des interventions beaucoup plus courtes qui durent en moyenne entre 3 et 4 heures, ce qui nous permet même parfois d'en faire 2 la même journée sur une seule salle opératoire. On n'a plus de séjours en salle de réveil des patients et la moyenne d'hospitalisation est de 5 à 6 jours. Donc on n'est plus du tout sur la même lourdeur de procédure, mais malgré tout, certaines patientes, ça leur fait peur quand même. Ensuite, bien sûr, les changements. Donc on va avoir beaucoup plus tendance à reprendre les patients qui ont eu des reconstructions par prothèse, puisqu'il faudra changer à peu près tous les 10 ans les implants, si ce n'est pas plus tôt, parce que souvent les implants vont avoir des soucis, des coques, ou des ruptures, ou des soucis précoces. Et enfin, la forme et le toucher. Donc certaines patientes, notamment certaines patientes jeunes, veulent plutôt des implants, parce qu'elles vont préférer un toucher un peu plus ferme, alors que d'autres patientes vont souhaiter plutôt exactement le contraire. Donc, c'est déjà, je pense, la première question qu'il faut réellement se poser. Donc, je vous avais simplement mis un petit diagramme d'une étude américaine qui avait montré la satisfaction en fonction du temps, qui avait repris beaucoup de patients qui avaient des implants et d'autres qui n'avaient pas eu d'implants. Donc toutes les méthodes confondues, hein. Vraiment c'est encore une fois avec ou sans implant. Vous voyez qu'il y a celle qui a eu des reconstructions sans prothèse. En fait la satisfaction augmente. C'est les années que vous voyez en bas. Donc plus en fait le temps passe et plus la satisfaction augmente parce qu'elles se sont réellement réhabituées à leur sein et se le sont appropriés. Et au contraire, la satisfaction a un peu tendance à diminuer avec le temps pour ce qui est des reconstructions par prothèse. Et maintenant, les problèmes de chirurgien, bien sûr, parce qu'on ne peut pas toujours contenter tout le monde. Et donc, à savoir, la reconstruction est basée sur le principe même de comment est fait votre sein. Le sein, c'est très simple, c'est une enveloppe, donc qui est de la peau, et à l'intérieur, un volume, qui est au départ de la glande et qu'on va devoir remplacer. Donc il faut bien comprendre que